Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Mon vilain canard aujourd'hui est Raphaël. On va parler avec lui de kinésithérapie du sport, de sport de combat peut-être, et de tous les sujets qui viendront dans la discussion à travers tout ça. Raphaël, merci beaucoup d'être présent avec moi. Et je vais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est: qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Merci à toi. Moi, je suis Raphaël Sakelario, kiné du sport, préparateur physique aussi. Je bosse en parallèle, je travaille chez Training Therapy, donc c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Je Yes. suis des athlètes, des sportifs à distance pour les aider à aller mieux en fait. Du coup, c'est vraiment ça qui me motive au final. Tu vois, ça, je m'en rendais pas nécessairement compte avant. Tu vois, c'était un truc un peu inhérent, mais enfin, que je baladais, que j'avais toujours un peu en moi, mais là, je me rends de plus en plus compte en fait que c'est vraiment ça qui me motive. Euh, Aider les gens qui veulent s'aider. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas s'aider, je vais avoir du mal à aller l'aider, tu vois. Genre, c'est 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 bête, mais on en voit tous les jours en kiné en fait. Des gens qui sont là par hasard. Mais pourquoi vous êtes là? Bah, parce que le médecin m'a dit de venir. Mais bon, je sais pas, ils attendent une solution un peu magique. Et s'ils Mm. sont pas dans la quête de s'aider, c'est compliqué, je trouve. Mais des gens qui veulent s'aider, qui sont prêts à mettre en place des choses, qui sont vraiment motivés, en fait, ça me motive encore plus à les aider. Et ouais, du coup, je pense que c'est vraiment ça c'est une grosse part de ce qui me définit aujourd'hui. Aider les gens à aller mieux comme quand je peux les aider, quoi. Faut aussi savoir définir où s'arrête, enfin savoir où s'arrêtent tes compétences en mode, ok, bah là ça me dépasse, ça je sais pas faire. Euh, et mais oui, globalement c'est ça, c'est aider les gens à aller mieux. Ok, et ben oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose de hyper gratifiant de pouvoir aider son prochain. Euh, on en a déjà parlé en off, mais moi, par exemple, c'est un peu ce qui me manque dans mon taf actuel. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi. Tu as dit plusieurs trucs intéressants. Tu as dit que tu en avais pas forcément conscience au début, mais que maintenant, c'est vraiment le fait de venir en aide aux autres qui te plaît le plus. Est-ce que tu avais commencé tes études de kiné, plus par, l'attrait, purement, on va dire, physique du corps humain, comprendre comment ça marche, tout ça? Et puis ensuite, c'est venu le fait d'apprécier de venir en aide aux autres? Et de façon générale, comment ça t'est venu, en fait, cette idée de faire kiné, ton parcours jusqu'à ça, quoi? Ce qui s'est passé en fait, moi du coup j'étais au collège lycée, enfin classique quoi, cursus classique général. Et au lycée j'ai fait du judo pendant 9 ans, truc comme ça. Après j'ai voulu changer. J'ai fait du rugby un peu. J'ai kiffé le rugby aussi, le côté esprit d'équipe, etc. Et, et je me suis arraché le tendon du fléchisseur commun profond, pour ceux qui écoutent, à qui ça parlera, de l'annulaire gauche. En fait, le délire, c'est que moi, durant toute mon enfance, enfin depuis tout petit, j'ai fait beaucoup, beaucoup de piano. Beaucoup de musique. En général, j'ai fait de la trompette aussi. Beaucoup, beaucoup de musique. Si on y reviendra peut-être, ce qui a amené à mon côté, enfin, à l'attrait du travail aussi. Ça m'a amené énormément de discipline, ça. Mais c'est un peu annexe. Mais donc du coup, j'ai fait beaucoup de piano. En parallèle, je faisais beaucoup de sport. Je préparais des concerts, etc. Et là, du coup, il m'arrive ça, boum, je m'arrache le fléchisseur comme un profond. Là, du coup, c'est pas cool, quoi. Sachant qu'en fait, moi, ça a été, au début, je me fermais pas la porte d'en faire mon métier, tu vois, du piano. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, quoi. Et donc, il m'arrive ça.
Bon classique, sur le moment tu sens rien parce que tu es dans l'adrénaline du truc, ma phalange se luxe, ma dernière phalange vu qu'il y a plus rien qui le retient, elle se luxe dans le match. Du coup je sors, on me remet la phalange sur le bord du terrain, on me dit: «Bon vas-y, tu as match dimanche», c'était un tournoi en semaine, «Tu as match dimanche, on te fait arrêter de jouer». Là ça refroidit, là j'ai mal. Du coup le soir, bah, je vais aux urgences avec ma mère. Enfin, ma mère m'emmène aux urgences. Moi, je voulais pas trop y aller. Et elle me dit: «Si, si, il faut y aller. Franchement, c'est grave, il est tout bleu. Je préfère qu'on y aille». On y va, on m'opère, on le rattache. La chance que j'ai, c'est que on était allé à la Francilienne, la clinique de la Francilienne, à côté de chez nous. C'était les urgences les plus proches, en fait, à l'époque, et qui étaient spécialisées dans la main. Et le mec était, le chir qui m'a opéré était ultra chaud là-dedans. Et après, j'ai fait toute ma rééduc là-bas, en fait. OK. Et j'ai été hyper assidu dans ma rééduc. Dès le lendemain, mobilisation du doigt et tout. Je me souviens de ma première séance, c'était, hardcore, genre, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. C'est un des souvenirs les plus douloureux que j'ai. C'est bizarre, c'était pas une douleur, mais genre je me sentais vraiment pas bien quand elle touchait mon doigt, tu vois? OK. Et du coup, j'ai fait toute ma rééducation là-bas et j'étais hyper assidu parce que j'avais cet objectif de en fait, le chirurgien m'avait dit, bah, tu sais, en gros, si tu fais pas bien ta rééducation, des fois, il peut te rester des petits degrés, des petites séquelles, tu vois. Et moi, je fais du piano, moi, j'ai pas envie d'avoir une séquelle. Moi, Mmh. je veux refaire du piano dans 2 mois, 3 mois. Je veux que ça marche, tu vois. Mmh. Donc, du coup, au départ, c'était tous les jours, ouais, au départ, c'était tous les jours, je crois. Et après, on a espacé. Moi, j'avais des exos à faire chez moi, des exercices de posture et tout. Franchement, j'étais hyper régulier et ça a marché de ouf. J'ai aucune séquelle, rien du tout. Je fais tout ce que je veux aujourd'hui. Je refais du piano, je refais des sports de combat. J'ai pas de déficit de force, j'ai rien, quoi. Tout va bien. Et ça a vraiment joué, je pense, dans mon cursus. Et ça m'est arrivé au lycée. Avant ça, j'hésitais entre avocat et faire médecine, tu vois? C'est OK. marrant parce que tu as quand même toujours la notion d'aider les autres. Oui. Et du coup, ça m'a décidé, en fait, à faire kiné. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est cool, tu suis vachement la personne». Hem Et puis, bah, ça m'a décidé. Je me suis renseigné un peu plus. Je me suis dit: «OK, les études, elles sont un peu moins longues, ça me correspond peut-être un peu plus». Et puis voilà, je suis allé vers ça. OK, donc c'est super intéressant en fait, tu as vraiment, c'est devenu une vocation par, bah, par l'expérience en fait Ouais. et je savais pas du tout que tu étais musicien, c'est hyper intéressant parce que je suis musicien aussi, je sais pas si je te l'avais dit? Si, 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 tu m'avais dit, ouais. OK, bon et toi tu as été humble et tu m'as rien dit, mais je savais pas que tu étais musicien, c'est super et je suis d'accord avec toi sur le fait que, hem, je suppose tu en as peut-être fait en conservatoire aussi, je sais pas, peu Mmh. importe où, mais ouais, donc moi je me suis, coltiné, 8 ans de conservatoire de violon à l'époque et ça m'a vraiment, comme tu as dit, donné une discipline et c'est que très récemment que j'ai compris que ça venait de là, en fait. Par exemple, quand on me demande: «Mais pourquoi tu t'entraînes tout seul chez toi, en musculation et comment ça se fait que tu arrives à tenir, depuis, des années, sans jamais te démotiver?» En fait, moi, je trouve ça normal et j'ai compris récemment, en fait, que c'était, cette discipline qu'on t'inculque, en fait, bah, notamment en conservatoire, mais je pense que ça peut être, n'importe où, qui est resté et qui s'applique, à tous les domaines de la vie. Et toi, du coup, ton expérience avec la musique là et tout ça là, c'est quoi? Bah, ouais, moi, oui, c'est complètement ça, hein. Moi, j'ai commencé le piano, j'avais 7 ans, je crois. Ouais. Classique, ouais, école de musique avec une prof, hyper impliquée. Ma sœur en faisait aussi, mon frère a fait du saxo, il en a fait son métier d'ailleurs. Mmh. Hem Et c'est marrant parce que mes parents étaient pas du tout musiciens. Mon père a fait un peu de guitare vite fait, il a joué dans le métro, mais voilà quoi, tu vois? Marrant quoi, mais pas de formation, pas de cursus vraiment, vrai au conservatoire. Mmh. Et nous, on en a tous fait quasiment. Et du coup, c'était vraiment cette notion de, je pense que ça m'a inculqué deux trucs hyper importants. La notion de, tu t'engages sur un truc, tu le fais. Alors, tu vois? Parce que des fois, tu as envie d'abandonner. J'ai eu envie d'abandonner plein de fois, tu vois? Sur un morceau que je trouvais trop dur. Il fallait que je bosse beaucoup tous les jours,
C'était dur. J'avais l'impression que j'allais pas y arriver. Du coup, j'étais là, je me disais: «Vas-y, bah, non, bah, tant pis, je le fais pas», tu vois? Mais si, en fait, il y a pas moyen. T'as dit que tu faisais l'audition tel jour, telle heure, tu es programmé, c'est comme ça, tu joues. Donc maintenant, tu as le choix, tu joues. Soit tu joues bien, soit tu joues mal et tu passes pour un peintre devant les autres. Donc bah, du coup, tu travailles et tu joues bien, c'est tout. C'est ça. C'est il y a vraiment cette notion-là et la notion de, bah, du coup, d'obligation de travail régulier. Mmh. En fait, le truc, c'est que si tu travailles, 2 fois par semaine, tu fais ton truc, même si tu fais 2 fois, 3 heures à te tuer à la tâche, et qu'ensuite la semaine d'après tu fais rien et ça marchera pas, en fait. Si tu fais un travail régulier, tu avances, tu décomposes un peu ton morceau de petit bout par petit bout, tu bosses, progressivement pour que un truc pierre en gros, c'est vraiment tu construis ton morceau, en fait. Pierre après pierre, tu le mets en place, tu le bâtis, bah, ça marche. Et ça du coup, c'est vachement transposable dans le sport, dans la réhab aussi. Je retrouve plein de choses qui sont vraiment communes à ça, en fait. À cette espèce de construction de discipline, régularité, qui sont ouais, c'est hyper important, tu vois? Carrément et puis, c'est applicable, dans la vie en général, hein. Tu seras Mmh. d'accord avec moi, je pense, si tu as un projet, peu importe, la nature du projet, et bien, si tu es pas régulier, si tu fais pas les choses, comme tu as dit, pierre après pierre, pas après pas, en découpant, en petits objectifs pour atteindre l'objectif final et si tu es pas assidu et si tu as pas le goût du travail, ben, en général, il va pas devenir grand chose du projet, quoi. Bah, ouais, complètement. Après, faut aimer ça, quoi. Pour pouvoir le faire, il faut aimer quand même, parce que si tu fais un truc que t'aimes pas, je pense que c'est trop dur de tenir. Pour le coup, Ouais. là, la force mentale, il faut qu'elle soit sacrément forte. Je suis d'accord. Ouais, ouais, si tu veux te lancer, par exemple, je sais pas, un truc de dropshipping, mais sur des c'est un exemple à la con, hein, qui me vient en tête, je pense à personne en particulier, hein. Mais, je sais pas, imaginons tu veux faire un truc de dropshipping, sur des produits qui te parlent pas du tout et qui t'intéressent pas du tout, bon, il y a un moment ça va ça va être compliqué, quoi. Hem, OK, beh, c'est super intéressant, tu vois? J'apprends des trucs. Hem, alors juste pour finir sur la musique, est-ce que tu joues toujours? Comment, tu dit un moment que tu te voyais, être pro dans le domaine. Donc est-ce que tu joues toujours? Et finalement cette envie d'être pro, hem, est-ce que c'est un regret de pas l'avoir fait? Ou est-ce que finalement, tu te sens très bien actuellement dans ta vie, dans ce que tu fais et Je joue plus ou quasiment plus. Je joue encore un peu. En fait, ouais, je joue très rarement, je joue quand on me le demande, tu vois? Genre, la sœur de ma femme, elle m'avait demandé de jouer un truc à leur mariage. Du coup, j'ai joué un truc et en plus, j'ai monté un autre petit truc pour leur faire une surprise. Ce qui est bien, c'est que c'est des trucs assez faciles à jouer, c'est des trucs, donc du coup, ça me prend pas beaucoup de temps. mmh, Bon, ça en prend forcément un petit peu, mais ça va quoi, par rapport à ce que j'ai pu faire avant quoi. Ça ne nécessite pas, des heures et des heures de travail, quotidiennes quoi et donc je joue quand on me le demande, j'ai joué pour mon mariage aussi pour ma femme. En gros, ce qui est marrant, c'est que je joue pour faire plaisir un peu aux autres, tu vois? Ça va vraiment être ça et ça m'est arrivé récemment, ce qui est c'est assez rigolo, enfin rigolo, plus ou moins. Ça m'est arrivé de rejouer quand j'ai appris le décès de ma grand-mère, tu vois? En gros, c'est trop bizarre. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer. J'étais chez moi, ma mère m'appelle, elle me dit: «Bon, bah, écoute, ta grand-mère est décédée cette nuit, on s'y attendait pas». Enfin, tu vois, elle était en EHPAD, mais elle est partie d'une manière tout à fait, heu c'était plutôt moi j'appelle ça une belle mort, genre en mode elle s'est pas réveillée le lendemain matin quoi, tu vois? Il y a pas eu mmh, d'acharnement, de trucs comme ça, de fin qui peut être un peu difficile à admettre et cetera. Ça peut être difficile à admettre parce que c'est soudain et que c'est toujours trop tôt de toute façon, mais quand tu y réfléchis un peu avec du recul, tu te dis: «OK, c'est une belle mort, elle s'est juste entre guillemets «pas réveillée», tu vois? mmh. Et du coup, ma mère me dit ça et je dis à ma femme est à côté, je dis à ma femme: «Bon, bah, voilà».
Marès est morte. Marès, c'était son surnom, du coup. Marès est morte. Il me dit: «Oh, OK, pas cool» et tu vois, je suis allé au piano, j'ai joué un truc, tu vois? Tac, que j'avais enfin, un truc d'avant, quoi. En mode mon exutoire, tu vois? Ouais. Et après, voilà, quoi, enfin, après, la suite des choses, tu vois? Ouais, c'était mon exutoire. Donc je Mmh. pense que c'est une ressource aussi quand même que j'ai, tu vois? Donc voilà, pour faire plaisir aux autres, ressources que j'ai quand j'en ai besoin, je sais que j'ai ça, je pense aussi, tu vois? Mmh. Et après, au niveau regret de si j'en ai pas fait mon métier, non, je regrette pas. Je regrette pas parce que c'était un choix réfléchi, qu'il faut faire très tôt, en fait. Surtout moi, j'ai une formation classique, tu vois? Donc surtout dans le piano, il y a beaucoup de monde. Tu vois, je te disais que j'ai fait de la trompette, il y a moins de monde dans la trompette, tu vois? Voilà. Mmh. Le piano, c'est quand même un instrument hyper répandu, un peu comme le violon, guitare, c'est des trucs où il y a beaucoup, beaucoup de monde et du coup, il faut faire un choix hyper tôt, genre à 13-14 ans, on m'a dit: «OK, bon, bah, est-ce que tu veux en faire ton métier? Si tu veux en faire ton métier, il faudrait que tu te mettes au CNED, donc tu vas plus à l'école, tu te coupes de plein de trucs». Wouah, on me dit ça, tu es tout petit, tu dis: «Waouh, c'est chaud, OK, je fais quoi? Je fais quoi?» Vas-y, non, je fais pas, tu vois? Au final, non, je fais pas et je regrette pas du tout parce que j'en serais pas là aujourd'hui, c'est sûr, tu vois? Mmh. Bah, après je serais sûrement peut-être autre part, hein, mais j'ai vécu plein de choses, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas rencontrés. Enfin, ça aurait été 2 parcours différents, mais non, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'aime ma vie là, tu vois? Aussi, il y a ça, tu vois? C'est que là, je m'épanouis dans ce que je fais. Là, j'ai commencé à donner des formations, c'est hyper, j'ai une vie grave grave bien remplie, tu vois? Donc sportivement, je m'épanouis, je suis content, je progresse dans ce que je fais, je me blesse pas, c'est cool, quoi. Tu vois? C'est super intéressant, ce que tu as dit, par rapport à l'exutoire, sur la musique et heu et même si moi je continue à jouer, régulièrement parce que je suis dans un groupe, mais c'est pareil des fois en fait juste jouer seul, ça peut, dans les moments où voilà, où tu apprends des trucs ou quoi, c'est comme tu as dit, c'est un exutoire et tu y penses même pas consciemment en fait, tu vas vers l'instrument Mmh. et ça te fait du bien en fait. Tu lâches les émotions qui sont un peu, refoulées quoi. OK, beh, c'est hyper intéressant. C'est marrant, hein, parce qu'en fait, on a un peu pas vraiment le même parcours, mais moi, c'est pareil, mes parents étaient pas du tout musiciens. Mon père faisait un peu de guitare. Il chantait beaucoup de Brassens et Mmh. avec sa guitare, donc je les connais toutes par cœur, voilà et hem et ils nous ont tous mis, là, on est quatre frères et sœurs, ils nous ont tous mis au conservatoire et on a tous fait des instruments, différents, dont, mon frère qui a fait de la trompette. Ma sœur qui a fait du cor, elle avait fait du cor, je OK. crois qu'elle a fait d'autres trucs aussi et ils ont fait de la clarinette aussi, enfin voilà. Donc c'est marrant, c'est un peu le même genre de situation. Alors du coup, par rapport à la kinésithérapie, est-ce que tu peux me parler un petit peu, bah, de ton métier, de ce qui te plaît dedans? Tu as déjà parlé en fait, je pense, mais il y a peut-être d'autres choses. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Et aussi, qu'est-ce qui te plaît pas? Parce que je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs d'avoir, surtout ceux qui pensent peut-être à, tu vois, à faire ce métier, bah, d'avoir une vision réaliste et pas que, optimiste du truc. Ce qui me plaît, c'est le contact humain avec les gens, de tout type, tu vois? Tu as un peu toutes les populations, qui viennent te voir, et ils viennent te voir quand même la majorité du temps avec une attente d'avoir un élément de réponse, tu vois? Heu, donc ce qui me plaît, c'est vraiment ça, c'est ce côté, les gens, ils arrivent avec un problème, toi, ton objectif, c'est de leur trouver une solution pour les aider, même si c'est les aider qu'un tout petit peu ou les aider juste à comprendre. Le mieux, c'est d'arriver à résoudre complètement leurs problèmes. Donc c'est ce côté-là de trouver une solution à un problème,
Des fois, c'est difficile tu comprends pas trop, c'est pas trop logique et du coup, tu cherches. Il y a le côté recherche aussi qui est cool là-dedans. C'est que genre quand tu es impliqué, tu cherches, tu vois? Quand tu es impliqué. Heu, il y a plein de gens qui sont pas impliqués. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de rechercher, de trouver quelque chose qui fonctionne et qui améliore les symptômes de la personne, tu vois? Et du coup, ça en revient, à cette aide qu'ils sont venus chercher la majorité du temps. Hem, ce qui m ce qui me déplaît dans ce métier, c'est en fait, c'est pas vraiment dans le métier que ça me déplaît, mais c'est dans la manière dont ça peut être construit, c'est le il y a 2 choses. Il y a les attentes un peu, les attentes des fois un peu, passives des gens, genre en mode, justement je vais leur apporter une solution, ils auront rien à faire et genre, je suis un peu le côté magicien, tu vois? Et alors des fois ça peut l'être, parce que des fois juste avec une parole, tu vois? Genre tu vas dire parce que les gens se sont mis à paniquer pour un truc, toi tu fais ton check et en vrai tout va plutôt bien, OK, bah, moi je pense que vous pouvez refaire ci, vous pouvez refaire ça, vous pouvez refaire ci, alors que genre vous pouvez retourner courir, vous pouvez refaire ça, vous pouvez refaire ça, alors qu'ils ont entendu: «Ah non, faut surtout pas, faut surtout pas, faut surtout pas», tu vois? Tu leur dis: «Bah, franchement, moi, de ce que je vois là, vous pouvez retester, tac, tac, vous venez avec moi, on fait deux trois sauts, puis hop, OK, bon, bah, tout va bien. Allez-y, réessayez» et ça, du coup, ça les libère. Mais à l'inverse, des fois, tu as des gens aussi qui vont aller chercher très, très loin et qui vont un peu se créer des problèmes eux-mêmes. Bah, ça, après, c'est à nous aussi de les aider et de les en sortir, mais c'est plus un truc qui me déplaît, c'est un truc qui me met en difficulté, où j'ai plus de mal, en fait. Et du Mmh. coup, ça va amener à ce que ça me déplaise, parce que j'aime pas être en difficulté. Du coup, ça correspond à ça. Mmh. Et un autre truc qui est déplaisant, et ça pour le coup, je pense que ça ça impacte fortement la qualité du travail, c'est ce système un peu de cotation. Le système médical français, il est top dans le sens où, bah, genre, il y a la sécurité sociale qui est un truc, indéniablement, c'est une qualité ouf dans notre pays, c'est trop bien pour plein de choses, mais ça amène aussi des dérives. C'est-à-dire que nous, on est coté à l'acte, heu, 16,13 € pour une cheville, par exemple, pour un membre et en fait, du coup, ça valorise pas la qualité du soin, tu vois? Ça va la valoriser la quantité du soin parce que, bah, du coup, si tu prends 4 chevilles en même temps, tu seras plus rémunéré et alors que la qualité de ton soin qui est censé être centré sur le patient, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a pas du tout que le problème physique qui va impacter, il y a tout le contexte, il y a la fatigue, le surmenage, tout, la nutrition, enfin, c'est vraiment la personne en elle-même qu'il faut traiter et pas juste sa cheville et donc du coup, traiter 4 personnes en même temps, ça devient beaucoup plus complexe parce que les discussions et la communication et le lien que tu établis avec la personne, bah, tu peux pas le faire à 4. Enfin, Mmh. tu peux le faire, mais il est forcément plus compliqué à faire et c'est quand même mieux de le faire un par un, en fait. Hem et du coup, ce système-là, bah, amène à des dérives de personnes qui doivent voir beaucoup, beaucoup de monde pour payer leurs charges, pour «vivre correctement» entre guillemets. Hem et en fait, du coup, ça veut dire aussi que, tu commences, tu es payé 16,13 €, tu as 10 ans de pratique derrière toi, 40 formations que tu as payées de ta poche, tu es toujours payé 16,13 €. Alors que tu as investi des choses, toi personnellement, du temps, c'est du temps que tu passes, en week-end généralement, les formations c'est les week-ends, hors de chez toi, à apprendre des trucs, à payer des logements, à payer la formation en elle-même parce que le mec qui te forme, il faut bien qu'il soit payé. Mmh. Hem et tout ça, c'est des choses que tu investis sur toi-même et finalement, tu as pas nécessairement de retour sur investissement, tu vois? Et en fait, tu as un peu ce côté, genre, en gros, les soignants, il faut qu'ils aient le cœur sur la main et ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Bah, en fait, non, tu vois? Le délire, c'est que non, 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 en fait.
Et je faisais un parallèle l'autre fois, j'ai discuté avec un pote, hem, il est à fond, dans les bateaux et tout et je lui dis: «Mais toi, tu vas finir sauveteur en mer, c'est sûr et tout». Il me dit: «Beh, ouais, mais je kifferais bien, mais vas-y, là, j'ai repris une formation, machin, machin et sauveteur en mer, c'est bénévole». Ça aussi, je trouve tu vois, j'ai fait un parallèle avec ça, mais je trouve ça dingue, en fait. Les mecs, ils risquent leur vie pour aller sauver des gens qui, la majorité du temps, sont inconscients, ont pris des risques à la con. Enfin, la majorité du temps, ça, c'est moi qui le dis, j'y connais rien, mais hem, qui nécessairement ont pris des risques à un moment donné où ils n'auraient pas dû les prendre. Ils risquent leur vie pour aller là-bas. Il y en a qui claquent. Chaque année, il y a des gens qui meurent. Et les mecs, ils sont bénévoles. Mmh. Et ça, tout le monde trouve ça normal. Mais d'où c'est normal? Non, tu vois. Et c'est un peu des parallèles que je fais où des fois je me dis, il y a des choses comme ça où c'est trop chelou. Et si on dézoome un peu et qu'on ça met en lumière des fois des, en fait, des priorités. Mais là, ça rejoint un problème un peu plus sociétal. C'est genre des priorités sociétales où tu te dis, bah, il y a des choses qui vont être plus valorisées financièrement que la santé humaine, par exemple. Et là, du coup, faut que je sois président de la République, quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué, tu vois. C'est des choses très compliquées. Mais et là, c'est un système entier à changer. La solution, je l'ai pas, hein, parce que le système, il est il est quand même bien pour plein de choses, pour plein de gens, tu vois? Des gens qui ont des pathologies chroniques. Je dis pas qu'il faut payer à chaque fois, mais il y a un système de revalorisation de l'acte quand même à voir en fonction de chacun, de la qualité de formation. Et moi, tu vois, aujourd'hui, là, tu me donnes un patient qui est atteint d'une pathologie respiratoire ou d'une pathologie neurologique, je vais être beaucoup moins pertinent et je le dis direct aux patients qui font ça, je leur dis, mais moi je les renvoie, tu vois. En gros, ça rejoint un peu ce qu'on disait au départ, la notion de savoir dire ça, je sais pas faire. Mmh. Mmh. Mais et alors que l'acte neurologique va être payé plus cher, du coup, pour le coup, si on en revient à l'acte. Du coup, j'aurais plus d'intérêt à prendre quelqu'un en neuro et à faire entre guillemets de la merde, je serais plus payé. Sauf que Mmh. non, c'est pas dans mes convictions. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Comme je te disais, l'objectif, ça reste d'aider les gens et de les aider au mieux. Donc, bah non. Et oui, tu as mis le doigt sur un truc, j'ai cherché récemment, bah, comme tu le sais, on en a parlé un petit peu en off, des métiers où je pourrais éventuellement me reconvertir, je fais gaffe à ce que je dis si jamais mon employeur m'écoute. Salut l'employeur, big up à toi. Non, mais si jamais, tu vois, moi j'ai ce besoin de venir en aide aux autres. Il y a eu plusieurs fois dans ma vie où en fait j'ai aidé des gens et c'est là où je me sentais le mieux en fait. Et je me suis renseigné du coup sur, un peu tous les métiers qui pourraient répondre à ce besoin et notamment, il y en a un sur lequel je me suis renseigné, c'est, l'aide, aux seniors et je sais plus c'est quoi le terme exact, mais en gros tu vas chez les seniors ou alors tu vas dans les centres, mais c'est plutôt, chez les gens justement, c'est plutôt pour ceux qui veulent, bah, faire leur fin de vie chez eux. Et en fait, le but, c'est, de leur apporter des soins, mais pas que. C'est aussi, de leur apporter, tu vois, de la discussion, des activités, quelqu'un avec qui échanger, tu vois? Avoir une belle fin de vie. Et moi, c'est un truc qui me parle de ouf. Enfin, c'est vraiment je me vois complètement faire ça. Donc j'étais trop chaud et tout, je me suis dit: «Mais putain, mais ça, c'est moi». En plus, j'en ai aidé plusieurs des personnes âgées et à chaque fois, je trouvais ça génial. OK. Parce qu'en plus, elles ont une expérience de la vie, qui est folle. Bon bref, et je regarde les salaires à tout hasard. Je me dis: «Quand même, on va regarder». C'est le SMIC. Mmh. Donc c'est ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a des métiers qui ont une valeur ajoutée de ouf, heu et qui sont pas du tout valorisés et c'est pareil pour les infirmiers, les infirmières, c'est pareil pour tous ces métiers-là. Donc ouais, pareil, j'ai pas la solution, mais c'est sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là, ouais. En fait, le truc, c'est que tu vois, tu tu parles de valeur ajoutée, ça a une valeur ajoutée humaine, énorme. Mmh. Mais la valeur ajoutée financière, elle y est pas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça le truc. C'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ce qui régit le monde, c'est l'oseille, hein. Ouais, ouais. Et donc la valeur ajoutée humaine, elle c'est quelque chose enfin, c'est
aujourd'hui, en tout cas, pas monnayée et pas trop monnayable peut-être, ou si elle est monnayable dans certains cas, mais avec une certaine population et en tout cas dans le système actuel, les choses comme tu disais, l'aide à la personne, elle est pas monnayée, ça c'est Mmh. sûr. Ouais. Ouais, ouais, faudrait, ouais, ouais, c'est un truc à réfléchir, mais oui, oui, tu as raison. C'est le côté, la valeur ajoutée humaine est pas intéressante financièrement et donc p par logique, elle est pas rémunérée, et encore pire pour le sauveteur en mer là, je savais même pas que c'était Ah si, la des SNSM, bénévoles. C'est hallucinant, ça c'est la vraiment SNSM, c'est bénévole. en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est les métiers, tu sais, on va te dire, c'est les métiers passion. Oui, Donc vu ouais, que c'est un métier passion ou vocation, bah, en fait mec, fais-le, limite, paye-moi pour le faire, tu vois? ouais, Vu que complètement. c'est ta passion. Ouais, mais il y a un moment, moi, il faut que je bouffe aussi et puis que je Ouais. puis que je m'épanouisse un peu dans ma vie et on a beau dire ce qu'on veut, l'argent, ça fait quand même aussi partie, c'est un des facteurs d'épanouissement. Quand tu as pas une seule thune, bah, tu es pas bien, quoi. Voilà. Bon voilà, on va refaire le monde, Raphaël, je crois là. On va refaire le Mais monde. c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Hem, J'avais, une petite question. Est-ce qu'il y a des idées préconçues ou des préjugés sur le métier de kiné que tu entends souvent de la bouche, de gens qui finalement connaissent pas trop ce métier ou est-ce que finalement ça va? Oui, 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 bah, c'est l'idée, un peu que de faire que du massage, tu vois? Oui. Que du massage, que de l'électro, que du passif, tu vois? Ce qu'on appelle soins passifs, soins actifs. La côté d'actif le côté actif, c'est, que les gens aient des trucs à faire chez eux pour faire progresser une fonction qu'on a identifiée comme déficitaire, par exemple. Le massage, ça peut être très bien, hein, dans un contexte de, bah, par exemple, si tu veux diminuer la douleur à court terme, ça peut être un bon moyen de shunter un peu, des 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 afférences neurologiques, tu changes en fait un peu la perception du corps via ça. C'est un bon moyen de discuter avec la personne aussi, mine de rien, parce que c'est un moment un peu d'intimité, tu vois? Heu, mais faire que ça a pas de sens. Et mmh et le côté du coup, ça, c'est du champ plutôt passif, c'est-à-dire que la personne, ne fait rien elle-même, elle est passive et toi, tu fais quelque chose pour elle. Et le côté actif, c'est vraiment, bah, c'est tout ce qu'on a fait ensemble, en fait. C'est la personne qui réalise un travail en vue de récupérer des choses qu'on a mis en évidence comme déficitaires et qui sont en lien avec la création de douleur, quoi. Donc le préjugé, principal, c'est, les gens, ils font les kinés, ils font que du massage et que de l'électro. L'électro, c'est on pose des électrodes et on se casse. Ça permet de voir, plein de passions en même temps et du coup, côté plein d'actes en même temps, tu vois? Et d'avoir plein d'oseille. Boum. Mais bon, c'est de la merde. Et voilà. Donc ça, il y a pas mal ça. Mais en fait, ça a été fait. Enfin, ça a été fait. Oui, si, ça a été fait et ça l'est encore fait d'ailleurs dans certains endroits, hein. C'est encore fait dans certains endroits, où mais je pense pas que ce soit une volonté de mal faire des gens, hein. Mmh. Je pense que certains kinés tombent dans une espèce de routine, où du coup ils réfléchissent moins aussi et ils se disent peut-être que, bah, OK, je vais faire ça, ça va faire diminuer la douleur et ça ira mieux après. Et il faut savoir aussi quand même que globalement dans nos cabinets de kiné, la majorité des trucs, comme le corps se guérit, tout seul, l'évolution normale de la maladie va faire que ça ira mieux. Et donc du coup, ils vont chez le kiné, ils se font poser des électrodes, ils font rien de particulier et puis, il suffit que leur médecin leur dise ou même le kiné, hein, leur dise, «Ah, vous avez mal quand vous faites ça? Ah ouais, mais vous êtes trop vieux pour courir, allez à la piscine». Du coup, ils changent, ils vont à la piscine. Du coup, ils font plus l'activité qui leur fait mal. Du coup, à terme, ils ont plus mal, en fait. Donc c'est bon, l'électro, ça marche. Ouais, mais non, c'est pas l'électro qui marche, c'est le fait d'avoir attendu et d'avoir changé. Et donc du coup, forcément, tu fais plus ce que tu faisais, tu fais plus l'activité qui te faisait mal, nécessairement, tu as plus mal. Complètement, C'est logique. complètement. Qu'est-ce que tu penses, tu en as parlé, plusieurs fois indirectement. Qu'est-ce que tu penses sans jeter,
voilà, sans mal parler de ces des médecins, c'est pas du tout ça mon but. Parce que moi, par exemple, j'ai un médecin qui est vraiment, qui est tip top quoi, elle est vraiment top. Mais, même si je vais très rarement la voir, ce qui est plutôt bien. Mais qu'est-ce que tu penses, des diagnostics des médecins ou autres? Heu, «Ouais, mais là, vous êtes trop vieux» ou, «Bah, de toute façon, cette activité-là, vous pourrez plus jamais la faire». Moi, je l'ai entendu, hein, je l'ai entendu plein de fois. Heu, Qu'est-ce que tu penses de ces diagnostics, lancés comme ça, bam, à un sportif dont c'est la passion et dont c'est l'épanouissement et peut-être une partie de l'identité aussi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense je pense que des phrases comme ça balancées, 2 choses. Je pense que c'est des conneries déjà, parce que c'est trop difficile pour un médecin qui ne connaît pas ou qui connaît «mal» entre guillemets la personne, tu vois? Elle la voit 10-15 minutes, c'est dur pour un médecin de dire ça. Enfin, du coup, je trouve ça compliqué, je trouve ça très catégorique, c'est très peu nuancé. C'est en ça que c'est de la connerie, je trouve. Hem, Ça et ensuite c'est très, très dur pour le patient. C'est hyper dur pour le patient parce que ça le brise en 2. Nous, on les récupère, généralement, c'est ce qui se passe. On les récupère après: «Ah ouais, le médecin, il m'a dit ça». OK, bon, on va se poser tranquille. Le médecin, il vous a dit ça parce que peut-être qu'actuellement, oui, vous pouvez pas le faire. Est-ce que dans 3-4 mois, vous pourrez pas le faire? En tout cas, on va essayer de faire en sorte. Ça se trouve, il aura raison et ce sera trop genre, ce sera trop contraignant pour vous et vous pourrez pas retrouver votre niveau d'avant. C'est peut-être juste ça qu'il a voulu dire. Mais, nous, on va essayer de faire en sorte que vous retrouviez votre niveau d'avant. On va y aller progressivement, on va travailler, ensemble sur certains points qu'on va mettre en évidence, sur des trucs qui me semblent intéressants, à bosser, qui nous semblent intéressants à bosser et on va tendre vers ça et on essaye et si ça marche, c'est cool. La majorité du temps, ça marche parce qu'encore une fois, le corps, il s'adapte même vieux. Alors après jusqu'à des certaines limites évidemment, mais c'est mais on s'adapte quand même et on arrive à retrouver, au moins une activité ou ouais, à retourner à l'activité d'avant. Pas forcément dans le même niveau, tu vois? Heu, Pas forcément comme, la personne elle le voulait au départ et il y aura peut-être une adaptation à faire et un travail de, bah, OK, on va diminuer le niveau de performance parce que, bah, voilà, c'est trop dur mais généralement on arrive à récupérer le niveau de performance d'avant, hein. Ça prend juste du temps. Mmh. Mais et Et je pense enfin médecin, c'est super dur, en fait. Mmh. Enfin, c'est trop chaud. Les généralistes qui donnent des diagnostics comme ça hyper rapides, ils ont tellement une quantité de choses à exclure. Enfin, c'est hyper vaste. Nous, on arrive, les gens arrivent vers nous, pardon, et nous, on a juste un triage à faire. Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pas pour nous? Est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais pas faire? Et nous, on a cette possibilité-là de dire, «Ah bah non, c'est pas pour nous», hop, tu retournes chez le médecin. Et le médecin, il a pas il a pas le droit, lui. Le médecin, il doit dire ce qu'il faut faire et lui, il peut pas se cacher derrière, «Ah bah moi je renvoie», tu vois? Mmh. Alors Mmh. des fois, il donne ses discours nocebo, on appelle ça. Mmh. C'est des choses qui sont vraiment très, très oui, c'est c'est très dur pour le patient et c'est vrai que ça sert pas du tout le patient et ça sert pas sa rééduc. Mais bon, là encore une fois, je pense pas que ce soit, c'est sûr que c'est pas quelque chose de volontaire de leur part. C'est juste que, bah, potentiellement, ils pensent que, bah, ça va être trop dur de retourner à leur état d'avant et que ce serait plus sage peut-être pour la personne d'arrêter. La personne, elle veut pas arrêter. Peut-être que ce serait plus sage pour la personne d'arrêter, selon le médecin. Mais ça aussi, c'est un peu une différence de point de vue. Mais donc ces discours-là, ils sont difficiles pour le patient et ils sont difficiles après c'est difficile de s'en remettre un peu pour les patients. Mais du coup, moi, ça me donne un peu un challenge. J'ai envie de le faire mentir, le médecin. Tu vois? Quand j'entends ça, je dis: «OK, bon, bah, vas-y, il a dit ça,
Moi, je pense que c'est des conneries, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je sais pas, c'est dur, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison, donc ça veut dire que potentiellement vous pensez qu'il a tort. Donc on va voir si on peut le faire avoir tort. Si on le fait avoir tort, vous lui direz la prochaine fois que vous le verrez: «Ouais, bah, au fait, j'ai repris, ça va super, machin», et il sera content pour vous. Mmh. Mmh. En vrai, il sera content pour vous. Il va jamais dire: «Ah oui, c'est n'importe quoi, il faut absolument arrêter». Non, non, il va juste dire: «OK, bah, c'est cool, vous avez réussi à surmonter ça et très bien, je me suis trompé, point». Mmh. Mais c'est vrai que c'est dur et on l'entend souvent. Ouais, 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 tout à fait. Non, non, mais puis comme tu as dit, ouais, c'est l'effet nocebo, donc l'inverse de placebo pour ceux qui connaîtraient pas le terme, ça peut vraiment avoir des impacts, parce qu'on sait en plus que la douleur, est pas seulement, quelque chose de physique, c'est aussi, ça se joue aussi dans la tête. Enfin, tu m'arrêtes, hein, si j'ai dit des Mmh. conneries. Je suis Oui, pas bien en sûr. train de dire que c'est, quand on a une douleur, on s'invente tout, hein, c'est pas ça. Mais, du coup, ça peut, empirer le truc, dans le pire des cas, quoi. Clairement, ça a un impact, ça a un impact hyper fort ce genre de truc. La personne est déjà à moitié au fond du trou parce qu'elle peut plus faire son sport, elle est emmerdée par une douleur qu'elle arrive pas à gérer elle-même et on Mmh. lui dit: «Ah bah non, c'est mort, ton sport, tu oublies». Waouh! C'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. OK, hyper intéressant. Quelle différence, tu ferais entre l'ostéopathie et la kiné? Alors, pas nécessairement me faire, je te demande pas nécessairement de me faire un cours théorique sur, les différences, entre la pratique, kiné, ostéo, mais plutôt en tant que praticien, que thérapeute. Heu, Quelles sont les choses qui changent entre les 2 pratiques? Que ce soit technique, mais pas forcément que technique. Voilà, le contexte, les relations, le tout. D'une manière générale, je parle d'une manière générale, hein, vraiment, ouais, je grossis le truc. Je pense que d'une manière générale, déjà, un ostéo, il prend plus le temps avec la personne. Chose que je pense qu'il est en train d'essayer de changer pour nous. Mais là encore, c'est aussi en lien avec ce système de cotation, et cetera. L'ostéo est déconventionné, il met les tarifs qu'il veut sur ses séances et il prend plus le temps. Il prend plus le temps de créer quelque chose, de créer un lien avec la personne. Il est vraiment à l'écoute. Ben, je parle d'une manière générale, encore une fois, parce que j'estime aujourd'hui essayer en tout cas tendre, d'être le plus à l'écoute de mes patients. Mais voilà, je pense que c'est un truc qui décrit un peu une différence là-dessus. Le côté temps que tu passes et temps que tu passes à écouter aussi la personne. Et encore une fois, il y a des ostéos qui n'écoutent pas, tu vois? Des histoires, manipulation un peu à l'arrache et tout, enfin voilà. Mais, ça, je pense que ça fait partie du truc. Hem, il y a un biais aussi à l'ostéopathie, mine de rien, enfin, la différence de la kiné, tu vois? Et là aussi, ça va rejoindre un peu le côté, argent et le côté, accès direct. En fait, quand tu vas voir un ostéo, tu sais que tu vas payer, tu sais que en fait, tu y vas dans l'optique qu'il te fasse du bien et tu y vas toi. On t'a pas envoyé, tu vois? Le médecin a pas dit, «Va voir l'ostéo», parce que nous, on en a, hein, des gens qui arrivent et qui disent: «Bah», je lui dis: «Bah, du coup, c'est pourquoi vous êtes là?» «Ah bah, parce que le médecin m'a envoyé là». Ils te répondent ça, ils te répondent même pas qu'ils ont mal quelque part, tu vois? «Parce qu'on m'a dit de venir». Ah ouais? Là, du coup, tu sais que déjà tu pars mal, ça va il y a peu de chances que ça marche, hein. Et ça, ce biais-là, déjà, il dégage avec l'ostéo, tu vois? Donc Mmh. ça, il y a ça. Il y a le côté écoute. Moi, je pense vraiment que c'est un truc, hyper important parce que généralement les ostéos, ils prennent, je sais pas, facile 3/4 d'heure, 1 heure par patient, tu vois? Ils prennent le temps d'écouter vraiment tout, de mettre en place, de checker. Ils checkent plein de trucs, et moi, c'est ce que je tends à faire. Mon bilan maintenant, je prends 45 minutes, je pense que je vais prendre 1 heure dans pas longtemps. Hem Et tu vois, la première visio qu'on avait eue, je sais pas trop combien Mmh. de temps ça va durer, mais ça avait duré un peu de temps. Oui. Mais normal, un lien, on sait aujourd'hui aussi que l'alliance thérapeutique, c'est un truc hyper important et ça met du temps à se mettre en place, en fait.
Quand tu vois quelqu'un, 20 minutes, à l'arrache, tu dois prendre carte vitale, mutuelle, machin, au final tu lui as parlé 5 minutes. Non, tu as rien mis en place du tout, tu vois? Donc il y a ce côté-là, il y a le côté, peut-être ils ont peut-être une approche un peu plus globale, tu vois, du corps en général, quoi. Après je sais qu'il y a différents courants, en ostéopathie. C'est difficile pour moi de parler de ça, parce que je m'y connais pas, mais Mmh. ils ont peut-être une approche un peu plus globale que nous, on peut avoir. Heu, C'est-à-dire que nous, on va checker, quelqu'un qui vient pour une entorse de cheville, on va limite checker que sa cheville, quoi, tu vois? Alors que, bah, c'est peut-être un peu, là encore, on tend à essayer de pas le faire, mais eux vont peut-être ont développé cette approche un peu plus globale depuis plus longtemps, je pense, dans leur expertise. Donc du coup, ça là-dessus, ils sont plus forts, je pense, enfin plus compétents. Mmh. Hem, ouais, voilà, je pense, je dirais ça, moi. Ouais. Est-ce que, à l'inverse, l'ostéopathe, du coup, prend plus de temps, sur chaque séance avec son patient? Mais par contre, est-ce que à l'inverse, il y a une différence en tant que kiné, dans le sens où, hem, tu vas voir le patient moins longtemps à chaque séance, mais tu vas avoir plusieurs séances, rapprochées et du coup, tu as peut-être quelque chose, une relation qui s'installe, qui est peut-être différente par Oui, rapport à un ostéo? complètement, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, par exemple, sur quelqu'un qui s'est fait un croisé ou quelqu'un qui s'est pété le bras, il va aller voir l'ostéo pour des petites douleurs vite fait, mais la personne qui va le remettre sur pied, même moi avec mon doigt, tu vois? La personne qui va le remettre sur pied, entre guillemets, et qui va lui refaire son activité d'avant et faire mentir le médecin, qui lui a dit de plus jamais faire ça, c'est le kiné qui va aller voir après un gros trauma, qui va aller voir, 2-3 fois semaine, à venir travailler la force qu'il a perdue pendant tout son temps d'immobilisation, à venir retravailler tout ça. Tout ce travail-là, l'ostéo, il le fait pas, et ça, c'est une super valorisation pour nous, et effectivement, à ce moment-là, tu crées un lien avec le patient qui est énorme, mais ces gens-là, les ostéos, ils les voient pas ou peu, parce que c'est vraiment notre job à nous, tu vois? C'est du suivi sur le long terme, de développer force, puissance, vitesse, retour dans l'activité fonctionnelle, de vraiment retourner à son activité antérieure à la blessure, quoi, et Mmh. meilleur qu'avant, tu vois? C'est vraiment l'objectif, du kiné, mais ça, c'est pas fait par les ostéos. Les ostéos n'ont pas cette cette compétence-là et cette capacité-là, et ils voient tout simplement pas ces gens-là, tu vois? Mmh. Ils peuvent les voir pour, des petits troubles, dus à autre chose, tu vois? Mmh. Toujours dans cette approche globale que nous, on va pas forcément voir, et nous, on va voir que le mec il s'est pété le bras, il a plus de biceps, on va lui défoncer le biceps, en gros, quoi, tu vois? Si je grossis le truc, c'est ça l'idée, quoi, et donc ça, bah, là, oui, à ce moment-là, on développe une un lien fort avec le patient, ouais. Et Mmh. les patients nous en sont généralement reconnaissants, tu vois? À la fin, ils disent: «Ouais, merci, c'est cool, franchement, j'ai tout retrouvé, je suis allé vraiment au bout de mes capacités de récupération, et c'est aussi grâce à toi, parce que tu m'as poussé vers ça, quoi». Donc ça, c'est cool. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Du coup, si j'essaye de me mettre, à la place d'un kiné en France, là, aujourd'hui, en 2023, j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est ça un peu je grossis le trait Oui, exprès, oui, mais bien sûr. j'ai envie d'essayer de comprendre comment ça marche votre domaine. Si tu es un kiné en France en 2023 qui veut bien faire les choses, qui veut prendre le temps d'écouter son patient, qui veut lui donner des soins adaptés, pas juste mettre, une électrode et partir dans une autre salle avec un autre patient, dû au système, de cotation. Ouais. En fait, c'est quoi la réalité? C'est quand tu es dans ce cas-là, est-ce que tu allonges tes séances, mais du coup, bah, tu gagnes très peu d'argent à la fin du mois? Et la deuxième option, c'est, ben en fait, j'ai envie de faire bien les choses, donc je me mets pas dans le système de cotation et je fais payer les gens, donc ils sont pas remboursés, je crois, c'est ça?
c'est un peu ça les 2 options finalement quand tu veux bien faire les choses. Il y a la troisième option qui est, bah, peut-être que tu es devenu blasé et ou alors tu es juste malhonnête, mais je pense que c'est peut-être plus rare, j'en sais rien. Mais je te vois sourire donc tu parleras peut-être, mais Ça et la existe. troisième option du coup, oui, c'est quand voilà, en gros tu fais le fameux truc où tu mets, des électrodes pour grossir le trait, tu vas dans une autre salle, tac, tu vas dans une autre salle, tu vas dans une autre salle et du coup ça te permet de prendre, 4 personnes en même temps et de pouvoir, gagner ton gagne-pain, de manière correcte. Est-ce que ma question est claire? Oui, ta question est très claire. Enfin, OK. moi, je trouve ça très clair. Heu, 3e option, mettre des électrodes, et se barrer, ça existe. Moi, je c'est les gens qui débranchent le cerveau, en gros, tu vois? Moi, j'appelle ça comme ça. Ils débranchent le cerveau, ils on s'en fout, on pense, oseille, on pense aux charges et puis il faut payer des trucs et ça peut se comprendre. C'est pas tolérable, mais ça peut se comprendre. Mais ça existe. Hem Sinon, ouais, c'est un système un peu tu as un système hybride en fait de faire, de garder cette cotation sécurité sociale. Donc ils ont une partie qui est remboursée et une partie qui est pas remboursée. Donc du coup, la séance est un peu plus chère. Du coup, ça permet de pas diminuer trop en salaire. Du coup, tu peux te permettre d'allonger la séance. Et des fois, tu as des mutuelles parce que comme ça se fait de plus en plus, certaines mutuelles prennent en charge ça. Elles sont généralement plus chères, mais du coup, enfin, c'est le jeu des mutuelles aussi, quoi. En gros, tu payes plus cher Mmh. pour être mieux remboursé, tu vois? Un peu comme les dépassements d'honoraires avec un chirurgien qui est plus réputé qu'un autre, tu vois? Ou qui connaît mieux cette technique-là et qui est spécialisé dans une articulation. Bah, c'est un peu le même système, en fait. Tu as une partie qui va être remboursée et une partie qui est pas remboursée. Nous, c'est moi, je sais que c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois? Et parce OK. que c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, je peux pas prendre 1 heure avec un patient pour être payé 16 € sachant que c'est 16,13 € brut. Donc 16,13 € brut, je vais gagner quoi? Et enfin non, c'est mort, en fait. Tu m'étonnes. Non, non, non. Donc c'est ce que je fais. Il y en a OK. à qui ça plaît pas, hein. Il y a des personnes qui disent: «Ouais, mais non, c'est pas normal, machin». Mais je peux comprendre qu'ils disent ça, tu vois? Parce qu'ils estiment que, un peu comme on disait, que, bah, c'est métier passion et que, moi, du coup, je dois rentrer et bouffer du riz et de l'eau, quoi. Mais non, c'est mort. Parce que, je me suis formé, parce que j'ai pris du temps, parce que j'ai pris du temps pour écouter la personne, parce que je pense faire des soins de qualité et je tends vraiment à faire ça. On se forme vraiment tout le temps pour essayer vraiment d'être le plus compétent qu'on puisse être et on le fera tout le temps et du coup, j'estime que ça mérite une valorisation et après, bah, si ta mutuelle, elle rembourse pas, dans ces cas-là, je sais pas, change de mutuelle, débrouille-toi, mais moi, je vais pas baisser ça. Mmh. Parce que mon niveau de compétence augmente et donc mon salaire augmente. Enfin, du moins, en tout cas, il diminue pas. Mmh. Et oui, je comprends. Je suis pas millionnaire. Il y a aussi ça dans les idées reçues, ouais, les kinés, ils ont trop d'oseille. Non, 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 je suis pas millionnaire aujourd'hui, hein. Donc ouais, il y a ces systèmes-là. Donc aujourd'hui, ouais, tu as plusieurs possibilités, en kiné, de tu peux faire ça. Tu as aussi, des gens qui vont faire, du vraiment de la qualité sur, genre, une demi-journée et ils ont un autre truc où, bah, typiquement, les maisons de retraite ou les trucs comme ça où du coup tu vois beaucoup, beaucoup de patients parce que les personnes sont très fatigables. Des fois, ils les cotent alors qu'ils les voient à peine, tu vois? Et donc du coup, ça leur fait en gros, grosse rentrée d'argent, quand ils sont à la maison de retraite et puis le matin, ils font de la qualité et ils se permettent de prendre plus de temps avec les gens. Mmh. Mais tout ça, là encore, hein, ça c'est des genres de dérives parce que ça peut amener à des dérives, quoi, si tu veux. Ouais, donc de ce que j'en comprends, ce fameux système de cotation, en fait, bah, forcément, il a des conséquences et une des conséquences, c'est que soit soit tu restes dans ce système et finalement, par la force des choses, j'ai l'impression que tu es un peu obligé de faire le fameux, je prends 4 personnes en même temps, pour grossir le trait.
Parce qu'à un moment, il faut bien aussi que tu bouffes et comme tu dis, si tu manges que du riz et de l'eau, comment tu vas délivrer des soins de qualité? Comment tu vas t'investir avec tes patients? Mmh. Comment tu vas vouloir vraiment les aider, si toi-même, tu es dans une situation précaire? Ça a aucun sens. Ou soit, tu fais ce que tu as dit, c'est, l'équivalent des dépassements d'honoraires, j'utilise peut-être pas le bon mot, mais on aura compris Aussi. et qui permet du coup, d'allonger les séances et du coup de pouvoir faire, de la qualité. Chères auditrices, auditeurs, vous allez entendre une différence de son dans le micro de Raphaël, c'est tout à fait normal. Un petit incident technique, mais pour le mieux, parce qu'en fait, il va passer sur un meilleur micro. C'est les joies du podcast à distance. Allez, c'est reparti. Du coup, ça nous emmène sur le sujet de training thérapie, Ouais. tout ça. Je suis curieux de savoir, bah, comment tu en es arrivé à travailler avec eux? Et puis aussi, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est? Voilà, tout simplement. OK. Du coup, Training Therapy, c'est une, société de, formation, coaching à distance, de réathlétisation. C'est on aide des personnes qui ont mal quelque part, qui sont blessées, mais ça elles sont pas blessées, tu vois? Je prenais l'exemple avant avec les ostéos d'un mec qui s'est pété le bras, on peut aider quelqu'un qui s'est pété le bras, mais c'est pas la majorité des gens qu'on a. Nous, c'est des gens qui pratiquent leur sport, mais qui ont des douleurs et qui ces douleurs empêchent de les empêchent de performer, de de faire vraiment ce qu'ils veulent et des fois ça les impacte vraiment fortement, plus ou moins, il y a différents degrés forcément et nous on est vraiment dans ce créneau-là d'aider ces personnes-là à diminuer ces douleurs, tout en continuant de pratiquer leur sport et d'essayer qu'ils aillent performer là où les empêchent leurs douleurs actuelles. Mmh. Le côté formation, il y a des formations beaucoup pour les kinés aussi. Donc du coup là, j'en ai fait une, semaine dernière, le week-end dernier, et puis, et donc il y en a pas mal de proposés, aux différents kinés, à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. Moi, je fais principalement du coaching, je fais un peu de formation là, coaching à distance et voilà. Comment j'ai bossé avec eux, en fait, Simon et Thomas, donc c'est eux qui ont créé, c'est les créateurs de Training Therapy. Je connaissais Simon avant on a grandi, au même endroit, dans la même ville. On a fait la même école de kiné à 1 an d'écart, marrant. On a fait du rugby ensemble et tout, enfin, et du coup, je le connaissais d'avant. J'ai remplacé dans leur cab, là où je bosse actuellement, en fait, dans leur cabinet. Je l'ai remplacé par là. Après, moi, je suis parti en vadrouille. Je suis parti voyager un peu. J'ai fait Martinique, Réunion, voilà, cool avec ma femme. Bosser un peu là-bas, enfin, chiller. Puis après, je suis revenu, pardon. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec eux. Et eux, ils ont monté ça, ils avaient déjà monté ça en parallèle. Et moi, ça m'intéressait bien de faire ça. Et puis, ça se passait bien. On bossait sensiblement de la même manière. On avait un peu cette même dynamique de beaucoup se former. Eux, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et eux, beaucoup plus entreprenants. Et du coup, je leur ai demandé, bah, est-ce que vous pensez que moi, j'avais pour projet de faire la formation de prépa physique et je leur ai dit: «Bah, est-ce que vous pensez que quand j'ai fini, ça pourrait vous intéresser que je bosse avec vous ou pas, là-dessus et tout?» Et Thomas m'avait dit: «Bah, tu sais, tu pourrais peut-être même commencer dès maintenant, machin, bon, on va voir, on attend un peu, enfin, voilà. Mais, je pense que tu pourrais même le faire dès maintenant, en fait. Parce que ça reste, ce que tu fais au cabinet, mais en distanciel, il faut juste, bah, appréhender la communication qui est plus quotidienne, mais qui permet du coup un suivi beaucoup plus précis du sportif et de la charge d'entraînement qui se met et de comment ça va au jour le jour, chose qu'on n'a pas en kiné.
et une prise en main du logiciel de création de programmes, et cetera. Mais c'est de l'adaptation qui, c'est enfin, te connaissant, ça devrait le faire, quoi. Et du coup, c'est parti comme ça. Donc, il y avait déjà un de leurs collègues qui bossait avec eux, Maxime. Et puis, moi, du coup, j'ai été le deuxième à bosser avec eux. Et là, aujourd'hui, on est 8 en tout, je crois. Donc ça a pas mal pris. Ça a pris beaucoup d'ampleur pendant le confinement, Mmh. ce training thérapie. Bah, ce qui se comprend, parce que le distanciel, en fait, le confinement et tout ce phénomène-là a développé beaucoup de choses et a changé pas mal de choses notre vision du présentiel et notre vision de présentiel distanciel, de ce qu'on peut faire en fait à distance. Ça nous a potentialisé nos compétences là-dessus. Et donc voilà, du coup, depuis, ça va faire 2-3 ans maintenant que je bosse avec eux. Et là, moi, comme je fais des sports de combat, j'ai beaucoup plus de personnes qui font des sports de combat. En fait, on a un peu tous nos, un peu des spécialités, entre guillemets, tu vois. Genre, même si le public est majoritairement CrossFit, on tend à avoir pas mal de monde, bah, via les podcasts, se faire connaître sur pas mal de choses comme ça, avec les différents intervenants que Thomas interview. Bah, on touche de plus en plus de monde, et en fait, ça marche un peu sur tout le monde, quoi, parce que ça reste le même. Le processus est sensiblement le même. On fait une évaluation, Heu, rien qu'en écoutant justement la personne, en discutant beaucoup en visio comme on fait toujours au début. Après, en envoyant des vidéos, donc les gens se filment avec, ils on évalue comment ils bougent en fait, et voir s'il y a des déficits, si certains mouvements recréent des douleurs. Hem et tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler et qu'on va travailler spécifiquement après dans le programme qu'on va créer, en fait. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et là encore, le fait d'être vraiment au plus proche, enfin les gens qu'on coach, ils ont vraiment un coach dans la poche via le téléphone, quoi. Mmh. Bah, je sais pas si ce que tu pourras me dire, parce que du coup, tu pourras me dire ton ressenti et ton retour d'expérience, mais Ouais, on essaie, d'être vraiment, quotidiennement joignable. Heu et c'est le gros avantage du truc, en fait. complètement. Donc du coup, moi, je vais faire mon petit retour d'expérience, mais pour résumer, finalement, c'est des séances de kiné, on va dire, enfin, non, des un suivi kiné à distance pour des problématiques, spécifiques. Et moi, j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est vraiment adapté aux personnes, qui, bah, du coup, qui sont actives, hein. Tout à l'heure, on en parlait, tu as ceux qui viennent un peu, «Oh, beh, je suis là, je sais pas trop pourquoi». Bon, là, je pense qu'on est dans l'autre extrême. Je pense que vous avez que des personnes motivées et qui ont vraiment envie de faire les exos que vous leur donnez. Alors moi, j'ai adoré, j'étais hyper agréablement surpris par plusieurs trucs. Le premier truc, c'est déjà effectivement l'application où tu as tous les exercices à faire avec les vidéos et comment les faire, c'est-à-dire, combien de secondes, quel ressenti il faut avoir au niveau de la douleur ou pas, quel poids mettre, et cetera, et cetera. Tu as le suivi aussi, par WhatsApp, enfin WhatsApp ou autre, on s'en fout à la rigueur, mais tu as le suivi où, effectivement tu es hyper disponible et du coup, je t'ai floudé de questions, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, mais dès que j'avais une question, même si des fois elles étaient un peu connes, je les posais et je savais que tu allais répondre et ça c'est hyper agréable et ça permet de suivre aussi du coup l'exécution de tes exercices, donc tu as un feedback et j'ai été vachement étonné en fait, des exos parce que moi je connaissais pas tout ce qui était PAILS, Mmh. RAILS. Tu as aussi des exos spécifiques, donc moi c'était pour la hanche, des exos spécifiques du moyen fessier, et tout ça. Putain, des trucs qui te brûlent mon gars. Ah bah oui. T'attendais pas. Tu vois, quand tu fais du squat, du développé couché et tout, tu dis: «Oh attends, moi je suis un warrior et tout, tu vois? C'est quoi ton exo de fillette là?»
Puis en fait, tu fais le truc, tu fais: «Waouh, putain, j'ai le cul en feu et tout». Ah oui, bah oui. Je m'attendais pas à des ressentis pareils et pour le coup, moi donc là, pour info pour les auditeurs, j'ai arrêté temporairement le suivi parce que déjà d'une, je suis en train d'investir pour une randonnée que je vais faire et aussi je me suis niqué la cheville en sport de combat. Donc du coup, il y a des exos que je peux plus faire. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec le suivi en lui-même. Le suivi, il est, enfin de mon opinion, il est vraiment top et Raphaël m'a pas demandé de le dire et je suis pas payé, voilà, pour dire ça, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience. J'avais une petite question, quand tu dis aux gens que tu fais ça à distance, quels, arguments, quelles, remarques tu peux avoir par rapport au fait que c'est à distance? Est-ce que ça se trouve, tu en as pas, mais est-ce que tu entends des trucs du genre: «Ouais, mais à distance, bah, ça peut pas marcher, parce que tu Oui, vois pas la personne», forcément. Ouais, 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 oui. Alors moi, je me suis pas trop heurté à ça, mais bah, tu vois, je vais te dire un truc. Premier jour de la formation, prépa physique que j'ai fait, il y avait un gars, un ancien, le mec, on l'a vu une journée, il est plus jamais revenu après, trop chelou, ouais. Et en gros, heu, on parlait justement du distanciel. Marrant, et puis il parlait du distanciel et il disait, un de nos intervenants, Anaël Aubry, qui bosse avec vraiment du sportif de haut niveau, qui nous dit, bah, tu vois, là, pendant le confinement, enfin, vous voyez, pendant le confinement, il y a eu des gros trucs de distanciel qui se sont mis en place et franchement, ça a bien marché, machin. Et un des types, qui avait fait du coaching pendant 15-20 ans, mais qui voulait que en présentiel et qui voulait se remettre un peu à niveau parce que, je sais pas, il avait l'air un peu perdu, mais et il avait réagi: «Ah ouais, mais non, mais moi je suis pas du tout d'accord, le présentiel, c'est enfin, comment tu fais en distanciel pour tout corriger, machin, machin». Et ça, oui, c'est des trucs qu'on peut entendre, mais effectivement, hein, quand en distanciel, tu te coupes de quelque chose. Mais, tu te coupes de, bah, pour nous, tout ce qui va être, plutôt, thérapie manuelle, de faire un test, retest, avec, une manip quelconque. Mais par contre, tout le côté, exécution de l'exercice, contrôle de tout ce que la personne fait. Alors déjà, il faut arrêter de penser qu'il faut absolument tout contrôler chez les gens. Enfin, les gens, ils sont pas cons, ils savent faire, hein, globalement, ce qu'on leur demande, et en leur expliquant, ils captent, hein, il y a pas de problème là-dessus. Et via le retour vidéo, tu as un réel, contrôle sur l'exécution des exos. Effectivement, ça implique que la personne se prenne en vidéo, mais au-delà de ça, ça implique pas grand-chose d'autre, quoi. Il nous envoie la vidéo du truc où la personne a un doute, ou alors elle s'est dit: «Bah, je me suis un peu mal senti sur cet exo-là», tac, nous on regarde. En plus, l'avantage de la vidéo, c'est quand même, mine de rien, que tu peux, bah, fixer sur certaines images, heu, revoir et revoir et revoir encore le mouvement. Alors certes, tu peux pas coacher sur l'instant, mais tu peux adapter pour les prochaines, quoi. Et si la personne te dit qu'elle a jamais fait de squat, par exemple, bah, c'est à toi, dans ta programmation, de lui dire, tu mets uniquement du léger, tu te filmes et tu fais, à tel tempo pour travailler tel truc, et tu lui donnes suffisamment d'indications, toi, dans ton coaching en distanciel, pour qu'il y ait pas de problème. Mmh, Donc ça implique une responsabilité quand même de bonnes consignes et de bonnes descriptions de ce que tu attends, et de bonnes charges. ouais. Mais avec ça, et en ayant du coup la programmation adaptée, tu as des gens qui ont jamais fait de squat. J'ai jamais vu des gens qui ont jamais fait nécessairement de mouvements, vraiment polyarticulaires un peu complexes, et qui, à la fin du suivi, enfin même, pendant le suivi, c'est bon, ils chargent et tout. Mais c'est juste que, bah, tu commences sur du comme tu ferais en présentiel, en fait. C'est juste que tu le fais en distanciel et que du coup, bah, au lieu d'avoir la réponse vraiment dans l'instant, tu l'as, quelques heures après, parce que tu as la vidéo qu'après, et tu as le retour que tu renvoies. Mais c'est des trucs, oui, oui, on peut avoir ce genre de remarques, mais je pense que les gars en avaient beaucoup plus au départ, tu vois? Que nous Mmh. maintenant. Heu,
comme je te dis, avec le confinement, je pense que ça s'est énormément développé tout ça, Mmh. tout ce côté-là et que du coup, on se met moins de barrières par rapport au présentiel et distanciel. Ouais, je pense aussi. À quand un réseau, training thérapie dans toute la France où, tu as le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire, c'est une idée, hein, qui m'est venue en tête comme ça, c'est-à-dire, bah, je vais voir le kiné pour, le côté diagnostic parce que comme tu l'as dit, c'est même si c'est complètement faisable à distance, c'est carrément l'idéal en présentiel. À quand un réseau où tu vas chez ton kiné, training thérapie et il te fait le diagnostic en présentiel et puis après tu as tout le reste en distanciel? Bah, ça, tu vois, c'est un truc, moi franchement, c'est un truc auquel je pense, tu vois? Prochain cabinet de kiné, tu vois, c'est pourquoi pas, tu fais un bilan, 1 heure et demie, bam, 1 heure et demie. Tu prends l'ordonnance s'il y en a ou s'il y en a pas, enfin voilà. Et puis, après tu dis: «OK, bon bah, là du coup, à partir de là, on a mis en évidence ça, 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 ça. Moi ce que je vous propose c'est un programme. Heu, Si ça vous va pas, bah, on fait pas, on fait on f on et que vous avez la possibilité de venir ici, pourquoi pas du coup faire une partie en présentiel et une partie en distanciel?» Ces choses-là, tu vois? Ouais, ouais, carrément. Si, c'est une idée moi ça. À Mmh, quand, OK. je sais pas. Mais tu y as déjà Heu, pensé en tout cas? ouais, 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 bah, c'est des trucs forcément en fait, c'est le fait d'avoir cette activité parallèle, ça t'ouvre pas mal des perspectives dont que tu t'étais fermé, enfin que je m'étais fermé moi-même en fait avant, tu vois? Des trucs où tu te dis, bah, des croyances limitantes comme on appelle ça, tu vois? Genre en mode, «Ouais, c'est pas possible de faire ça». Si en Mmh fait, mh. Mmh. et donc voilà, franchement, c'est une aventure moi que je kiffe, hein. C'est vraiment, déjà un truc tout con, mais en termes de qualité de vie, ça me permet d'avoir un jour où je bosse à la maison, tu sais? Et ouais. Alors je bosse Ah ouais, mais plus que quand, j'étais parce que, bah, je bosse des fois le week-end un peu, tu vois? Mais c'est mmh, des trucs qui, c'est un peu différent et puis je le fais quand je veux, tu vois? Hem, Ça, c'est des choses que tu peux pas faire en kiné cabinet libéral classique. C'est-à-dire que quand tu as rendez-vous avec quelqu'un à 8 heures au cabinet, bah, tu dois être à 8 heures au cabinet et tu peux pas le faire, à 12h30, entre 2, je sais pas, entre 2 chantiers ou je sais pas, ou des trucs, tu vois? mmh, Là, le jeudi, moi, le jeudi, c'est mon jour où je bosse pour training globalement. Heu, de temps en temps, je fais des petits trucs le matin, ou le midi ou le soir, enfin voilà, mais mon jeudi, il est dédié plus à training et à autre chose. En vrai, mmh, à d'autres trucs que je veux faire, si je dois aller faire les courses ou autre chose, tu vois? Et et ça permet de se dégager un peu de temps aussi, tu vois? mmh. Clairement, moi, j'imagine ça comme le meilleur des 2 mondes, non seulement pour le thérapeute mais comme tu l'as décrit, mais aussi pour le patient. Parce que du moins je dans les patients, qui aiment se prendre en charge eux-mêmes et être actifs dans le changement parce que j'imagine le truc, tu as un diagnostic, en présentiel, donc tu fais connaissance avec le kiné et tout. Tu as un diagnostic en présentiel et puis après, toi, c'est pareil, comme le thérapeute, tu as envie de faire tes exos au moment où ça t'arrange Mmh. et c'est pas forcément facile quand tu dois toujours trouver un créneau avec le thérapeute. Tu dois trouver un créneau qui peut-être t'arrange pas, peut-être qu'à ce moment-là, tu es crevé, enfin, j'en sais rien. Alors que là, tu fais tes séances vraiment quand ça t'arrange, quand tu es le plus disponible. Donc ouais, clairement, il y a un truc, hein. Bah, oui, oui. Bon, tu avais déjà pensé de toute façon. Hem, OK, beh, on a fait le t c'est vachement intéressant. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser. J'avais envie de te demander, c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise à travers ton parcours de kiné? Mmh. Ah, la leçon la plus im à travers mon parcours de kiné, la leçon la plus importante, ouais, c'est ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas.
Je te dirais ça. Parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Des fois, tu as l'impression de faire des trucs, tu te dis, qu'avec, telle personne, telle problématique, ça va être, franchement, c'est facile, c'est vu et revu, j'en ai vu plein, ça va le faire. Que dalle, c'est un calvaire, ça galère de ouf, tu fais un truc, ça marche pas, ça réagit n'importe comment, tu te dis: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait?» Du coup, tu retournes le problème dans tous les sens et en fait, après, tu découvres un truc et tu te dis: «Ah mais putain, ça se trouve, c'était ça, en fait», tu vois? Tac ça t'arrive tout le temps. Alors Mmh. pas pour tout le monde, mais ça t'arrive souvent. Donc ouais, moi je ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas. C'est ce que tu as des certitudes, tu penses avoir des certitudes, mais au final, elles sont pas, elles sont pas forcément bien fondées, quoi et elles sont pas forcément vraies Mmh. et c'est là où ça rejoint un peu le côté, tu vois, le discours du médecin dont on parlait, avoir un discours un peu certain, enfin certain et et péremptoire sans nuance dans le côté humain et gestion de la maladie et tout, c'est un peu difficile. Mmh. Ah, tu des trucs évidents, fumer, c'est pas bon pour la santé, OK, bon ça d'accord, tu vois? Mais quand tu vas chercher dans un peu plus de détails, là, c'est plus complexe. Et oui, la réalité est pleine de nuances et de complexité et c'est Exactement. pas des gros blocs, ouais, complètement. Hem, à tous ceux qui voudraient, faire, ce métier de kiné, à ton avis, c'est quoi les qualités, les traits de caractère, heu, qui selon toi sont importants pour exercer ce métier? L'écoute, mmh, l'écoute, ça c'est sûr. Hem, la la bienveillance dans le sens, non-jugement, tu vois? Le fait de pas, jamais juger la personne et ça, en fait, parce que déjà, si un patient, il arrive, il se sent jugé, c'est mort, tu vois? Mais comme tout le monde, en fait, à partir du moment où tu te sens jugé, c'est pas bon, tu vois? Donc il faut avoir cette notion vraiment de sans jugement, parce que ça crée de la gêne et ça crée des comportements qui sont pas vrais, en fait. Mmh. Hem et la capacité de remise en question. Comme tu l'as évoqué juste avant, il faut savoir aussi se remettre en question, Ouais. parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Parce que c'est dur c'est dur, ça peut être dur de le faire, hein, mais c'est hyper important de le faire parce que, bah, faut se rappeler aussi qu'on enfin, c'est pour des gens, quoi, on traite des gens, donc enfin, on a un impact quand même sur des vies humaines, hein. C'est pas rien non plus, quoi. Mmh. Donc des fois, faut redescendre un peu et arrêter de se prendre pour un ouf et se dire: «OK, là, j'ai probablement fait de la merde». Quand on a fait de la merde, c'est peut-être pas forcément le cas, mais il faut au moins avoir la capacité de se poser cette question-là, en fait. Est-ce que j'ai fait de la merde? Mmh. Ou est-ce que j'ai tout bien fait? Mmh. Très bien. Hem, bah, écoute, c'est hyper intéressant. Est-ce que concernant avant que je te pose, les petites questions de fin que j'aime bien poser, qui sont plus liées au à la personne en elle-même plutôt à ce qu'elle fait, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu aurais aimé dire à propos, je sais pas, de la kiné, voilà, du métier? Une question que peut-être tu aurais aimé que je te pose, et que je t'ai pas posée ou quelque chose Non, comme ça? non, Non? non, là, je pense qu'on a fait un bon tour sur toutes ces questions-là. Ouais? Non, je pense qu'on a fait un bon tour sur toutes ces questions-là. OK. Ouais, c'est cool. Si OK, peut-être une cool. question, ça aurait été: «Est-ce que la kiné a de l'avenir?» Tu vois? Je sais plus avec qui j'en discutais. En mode: «Ouais, de toute façon, ce métier-là, il n'existera plus». Ah bon? On s'était dit un peu ça. Ah. Il existerait plus s'il y avait toute une gestion de
L'hygiène de vie. Si l'hygiène de vie était parfaite, je pense qu'il Ah existerait oui. beaucoup moins en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pathologies inhérentes à ça. Mais oui, quand même, je pense que la kiné a de l'avenir. Peut-être pas dans le sens dans l'état des choses actuelles, enfin ça va changer quoi, mais c'est en train de changer. J'ai la sensation moi que c'est en train de changer en tout cas. Mais oui, je pense quand même que ça a quand même un peu d'avenir, ouais, et que ça s'éteindra pas. Ce que tu veux dire, c'est que si la grande majorité des gens se mettaient en route pour un mieux-être, pour prendre soin de leur santé, peut-être alors que la kiné aurait moins sa place, c'est ça l'idée? Ouais, ouais, carrément, Ok, ouais. ok. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu vois les métiers genre naturopathe enfin, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de demandes, de plus en plus. Je me dis que du coup, la kiné a peut-être a peut-être toujours de l'avenir parce que visiblement, il y a de la demande pour être aidé, tu vois, pour aller mieux. Et donc, du coup, ça veut dire qu'à la base, si tu demandes de l'aide, c'est que c'est que tu n'arrives pas à le faire toi-même tout seul. Je Oui, sais oui, pas. carrément. Mais je disais ça dans le sens, tu sais, dans le sens, nous, ils viennent nous voir quand ils ont mal, peut-être. Après, je pense que c'est pareil pour les naturopathes, je sais pas, mais Mm. dans le sens où tu as tout un travail en amont sur nutrition, hydratation, sommeil, toutes les vraiment la base de l'hygiène de vie, quoi, et la non-sédentarité, Mm. euh, l'activité, quoi. Honnêtement, si ça, c'était déjà mieux respecté, moi, je pense que, et encore moi, je pense que j'ai un biais aussi dans la patientèle que j'ai, mais on vire, on vire 50% des patients, je pense, hein, Mm. Ok, ok, honnêtement. ok. Ouais, mais je veux bien te croire parce qu'effectivement, bah, ça a un impact énorme, hein, le fait de prendre soin de son hydratation, sa nutrition, son sommeil, sa gestion du stress. Oui, complètement, C'est, voilà, c'est les piliers, quoi. carrément. Écoute, Raphaël, je vais te poser mes petites questions de fin. Allez, Euh, je suis chaud. alors, j'en ai plein. Je sais pas si je vais réussir à toutes te les poser. On verra. Tu me diras au niveau timing. Je vais commencer par une question simple. Qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien? Ce qui m'épanouit au quotidien, Hmm. euh, ma vie, en vrai, j'aime bien ma vie, hein. Bah, c'est très bien. Moi, Non, j'aime mais bien ça, ma vie, j'aime bien c'est mon vraiment rythme. cool. J'aime bien mon rythme. Sport, boulot, ma femme, mon appart. C'est cool. On est actifs, c'est bien. C'est magnifique de voir des gens épanouis comme ça. C'est cool. Quel est le plus grand défi que tu aies eu à relever dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe? Et surtout, comment tu l'as surmonté? Ça n'a pas besoin d'être un truc forcément extraordinaire, hein. Ça peut Mhm. l'être aussi, hein, mais voilà. Le plus grand défi, c'est dur ça comme question. Je sais pas. C'est difficile, je sais pas quoi répondre en fait. Eh ben, t'as peut-être pas de réponse, t'as peut-être pas. Si t'en as pas, t'en as pas, hein. On passe à Ouais, non, la. j'en ai pas nécessairement. Ouais, c'est compliqué comme, comme question. Oui, grave. Moi, personnellement, j'en ai un, mais je veux pas en parler. Ah oui, bah ça, je comprends. Et, et professionnellement, ça a peut-être été pour l'instant, en tout cas, ouais, pour l'instant, professionnellement, c'est l'entrée dans training, je pense, tu vois, Ok. professionnellement, parce que tu as une envie de non décevoir, tu vois. On te fait Hmm. confiance quand même, on t'intègre à un truc c'est leur bébé, tu vois, Simon et Thomas. Hmm. Et faut pas faire de la merde, tu vois, c'est normal. Et Hmm. du coup, ça te met une pression un peu. Euh, donc, ouais, je pense que c'est ça, l'entrée dans le training. Maintenant, aujourd'hui, il y a des petites, il y a des défis, un peu, Hmm. mais,
mais c'est moins important que l'entrée vraiment dedans, je pense. OK. OK, OK. OK, cool. Si on ne devait se souvenir de toi que pour une chose, tu aurais envie que ça soit quoi? Mmh. Ouais, ça va paraître un peu cucu, mais je dirais mon amour, l'amour que je donne aux gens, tu vois? Que je C'est donne aux pas q gens que enfin, j'aime, aux gens que enfin même, ouais, l'amour d'une manière générale. De se dire: «OK, ce mec-là, il était aimant, il était, tu vois? Je voudrais pas que les gens aient un souvenir de moi comme quelqu'un de d'impulsif ou d'impatient, même si je peux l'être, tu vois? Mais ouais, l'amour que je donne aux gens. OK, super. Hem, c'est quoi le meilleur compliment que tu aies reçu? Mmh. Le meilleur compliment que j'ai reçu, ce serait la la n qu'on me dise que la notion de fiabilité. C'est un truc, en fait, qui, pour moi, est hyper important et quand on me le dit, du coup, ça me touche. Le fait que de savoir que, genre, les gens que j'aime peuvent compter sur moi, tu vois? Pour moi, c'est hyper important que je sache sur qui je peux compter vraiment, tu vois? Et et du coup, quand on me le dit, mmh, quand on me le dit ou qu'on me le fait comprendre, je suis touché, tu vois? Ouais, je C'est comprends. En vrai, c'est un truc, là, j'ai été, enfin, c'est con, mais ça, je l'ai ressenti, tu vois? Je suis parrain de ma nièce, donc la fille du frère de ma femme, tu vois? Donc c'est pas OK. c'est ma nièce par alliance, tu vois? C'est pas ma nièce directe, c'est pas la fille de ma sœur, quoi. Ouais. Et ça m'a grave touché, tu vois? C'est une, là, c'est genre on te «confie» entre guillemets un être humain, tu vois? C'est genre, c'est ouf et c'est leur fille. Mmh. C'est une preuve de confiance de dingue, tu vois? Ah oui. Et du coup, c'est pouh, putain, trop stylé, tu sais? Et ouais, non, c'est intéressant. Je comprends que, toi qui pour toi, c'est important de savoir sur qui peut être fiable pour toi. Et ben, forcément, si on te montre que tu es fiable par effet miroir, forcément que ça te touche. Ouais, grave. Hem, est-ce que tu as un projet pro ou perso, peu importe, qui te vient en tête, que tu aurais envie de réaliser et que tu as pas encore, réalisé? Là, le projet, pro là, ça va être, il y a un cabinet, on crée un autre cabinet à côté, pas très loin de Rennes, donc ça va être ça le là, dans un premier temps. Après, il y a, une formation que j'aimerais peut-être bien créer, donc ça va me prendre un peu de temps, je pense, mais ça, je pense que je le ferai d'ici quelques années. Je pense que ça mettra du temps à créer, mais ça peut se faire. Après, j'aimerais peut-être aussi, j'ai réfléchi à ça là, peut-être essayer de développer un truc, en lien avec la musique peut-être, tu vois? Un genre de training thérapie musique, mais je sais pas trop, faut que je me renseigne du coup, il faut que j'ai un public plus de musiciens sur les est-ce qu'ils rencontrent vraiment des problématiques ou pas? Je pense que oui, c'est même sûr que oui, mais Mmh. voilà, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que avec ce public-là, ça marcherait? Je sais pas, tu vois? C'est des questions que je me pose, c'est des projets un peu que j'ai en tête comme ça. Dans la chronologie des enfin, dans l'ordre, en gros, c'est un peu ça, tu vois? C'est d'abord le câble parce que là, de toute façon, on construit, là, on est en train de le faire, de l'aménager à l'intérieur, tu vois? On fait des placo, peinture et tout le tintouin là, mais donc ça, c'est vraiment, actuel, tu vois? Ouais. Et après formation, c'est dans ma tête et l'autre projet aussi un peu dans ma tête, donc à voir. Alors formation, ça serait, sans tu as peut-être pas envie de spoiler, mais ça serait, toujours dans tout ce qui touche à la kiné, Ouais, au sport ouais, ou? ouais, Ouais, OK, touche à la kiné, ouais, carrément. OK.
Et quand tu dis training thérapie, pour les, musiciens, du coup, ça serait vraiment, trouver des problématiques spécifiques aux musiciens Ouais, c'est ce que je et me dis, ouais. ouais, ouais, non, mais il y a de quoi faire, hein. Je pense, tu vois? Ah, c'est sûr. C'est sûr, ah putain, c'est sûr. Moi, j'ai encore des séquelles, je pense, du violon. Alors j'adore cet instrument, hein, mais tu sais, être comme Bah ça, oui, c'est certain. avec la tête inclinée pendant, 2 heures de concert, plusieurs fois dans la semaine, bah, forcément, Oui. j'ai des petites tensions, tu vois, au niveau des trapèzes, comme par Mmh. hasard du côté, voilà et voilà, je serais pas étonné que ça vienne de ça. Bah, surtout sur tous ces avec tous ces instruments, unilatéraux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un Ça peu comme le tennis, en mode, musique, quoi. exactement. Ouais. Ouais, c'est intéressant. En plus, ça serait une niche. Oui, Et bon, n'en parlons pas trop, donnons pas des idées aux gens. Voilà, exactement, au suivant, faut que au je suivant. garde. Ouais, ouais. Hem, Si je te demande de penser à une expérience positive, qui t'est arrivée dans ta vie, laquelle te vient en tête, comme ça, en premier. Mon mariage, C'était quand? c'était il y a 1 an, un peu OK. moins, 28 mai 2022. Bah, ouais, c'était mon mariage. En vrai, c'est franchement, c'est pendant 2 jours, c'est genre, de l'amour à foison, quoi. Genre, tout le monde est trop content d'être là, et tout le monde est là pour toi, pour te voir, célébrer un événement. Il y a des gens qui viennent de partout, des gens qui font beaucoup, beaucoup de kilomètres pour voir, juste, une cérémonie, tu sais? Genre, c'est trop cool, quoi, tu vois? C'est ouais, ouais, c'est un super événement. Super, c'est super et c'est vrai que ça fait partie de ces moments où, qu'on croit ou pas voilà, à la symbolique du mariage ou pas, c'est pas ça le truc, mais c'est que c'est un moment où tu prends le temps, en fait, d'être avec tes proches et où, tu vois, dans nos vies, assez, remplies, bah, on prend pas forcément le temps, tu vois, de Mmh. rassembler tous ceux qu'on aime, au même endroit pendant plusieurs jours et c'est vrai que c'est vrai que ce sont des moments assez uniques et ça m'étonne pas que tu cites ça, au final. Ouais, c'est clairement unique, ouais. Mmh, super. Hem En quoi le Raphaël d'aujourd'hui est différent du Raphaël d'hier? Et par hier, tu mets ce que tu veux. Quoi est différent par rapport à hier aujourd'hui? Mmh, en en termes de sérieux peut-être, je pense, j'estime être un peu plus sérieux qu'avant, tu vois? Notamment pendant mes études mais après c'est normal, je suis très content de l'avoir fait, tu vois? D'avoir profité de ouf, d'avoir profité de ma vie étudiante, d'être sorti à bloc et cetera mais là aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente de ça, de cet aspect, justement vie, hygiène de vie et cetera. Ça rentre beaucoup plus en ligne de compte aujourd'hui. Alors ça m'empêche pas de faire la fête des fois, tu vois? C'est pas non plus, je mène pas une vie de moine, mais j'ai beaucoup plus cette notion-là qui rentre en ligne de compte, quoi, tu vois? Et c'est le côté, je pense que c'est aussi le fait que je vieillisse, déjà, et qu'en plus, ça correspond plus avec ce que je prône, tu vois? Si, je prône d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention à ce qu'on mange et cetera, alors qu'à côté je fais n'importe quoi, ça a pas beaucoup de sens, quoi. Complètement, complètement. Ça me fait penser, je sais plus dans quelle bande dessinée c'était où tu avais un prof de sport avec un gros bide qui buvait des bières et qui fumait des Ouais, bah, des voilà, clopes. tu vois? Je sais plus dans quel, mais ouais, 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 ouais. Non, mais ça a du sens. Hem, c'est quoi ta propre définition du bonheur? Hem, ma propre définition du bonheur, c'est être en accord avec soi-même, avoir
pu choisir ses, choisir ses limites de liberté. En fait, la liberté, c'est pouvoir choisir, quoi. Pour moi, c'est il y a vraiment ça, tu vois? Donc être libre, pouvoir choisir ce que tu fais, ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et vraiment être en accord avec toi-même, avec ce que tu penses et avec ce que tu prônes aussi et ce que tu avec tes valeurs internes, quoi, tu vois? Ouais, que le si je comprends bien, que le gap entre tes idéaux et ce que tu vis réellement, soit le plus fin possible, finalement. Ouais, 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 complètement. Ouais, Mmh. ouais, ouais, effectivement. Je te rejoins à 300 sur ça. Que ça te corresponde, quoi. Que Et ta vie te corresponde à ce que tu penses ou du moins colle au mieux, quoi. Même si c'est difficile d'avoir une vie qui colle à 100. De toute façon, le bonheur est difficile à atteindre et est-ce que tu l'atteins vraiment? Parce que est-ce que quand tu as atteint le bonheur, tu as pas envie du coup d'autre chose et du coup tu es toujours en quête de quelque chose? Ça, c'est une question, mais quand même, quand tu tends vers un truc, qui vers tout ce qui te tient à cœur vraiment et ce qui te correspond vraiment et que tu tends à l'approcher et à l'atteindre, tu es proche du bonheur, je pense, tu vois? ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et effectivement, moi, je pense, mais ça n'engage que moi, que le bonheur, c'est voilà, c'est un terme qu'on a inventé, mais c'est pas un état à atteindre et puis tu l'as atteint et puis, ça y est, ça y est, tu peux tout arrêter. C'est en dents de scie et il y a des moments où tu es très proche, il y a des moments où tu es un peu plus loin et voilà, c'est ça qui est cool avec la vie, c'est que c'est tout est en dents de scie et il y a des hauts, il y a des bas, mais l'important c'est voilà, c'est d'essayer de se rapprocher de, bah, comme tu l'as dit, de ses idéaux, en termes de ce qu'on veut faire, mais aussi en termes de qui on veut être, dans les relations et tout et ouais, ça me parle carrément. Hem, alors, est-ce que tu as un petit peu de temps encore pour que je te pose des questions un peu plus farfelues? Ouais, vas-y. J'aime bien poser des petites questions quand j'ai le temps un peu plus farfelues. Vas-y, vas-y. OK. Est-ce que tu as une croyance irrationnelle que la société actuelle pourrait, définir comme irrationnelle ou pas du tout? Une ou des croyances, hein? Irrationnel, ouf, non, bah, je sais pas. Quand quand tu me dis ça, moi, je pense direct à le au côté, spiritualité, une espèce de truc, d'entité, un peu supérieure qui régit un peu le truc. Enfin, c'est pas vraiment qui régit un peu le truc, mais que du coup, que tout soit pas forcément dû au hasard, quoi. En fait, que rien n'est dû au hasard. Du coup, les espèces de rencontres que tu vas faire vont faire en sorte que, enfin, tu vois, ça c'est con, mais le fait que Simon et moi, on se soit vus avant, on a continué après. Après j'ai rencontré Thomas avec qui on est potes aujourd'hui, tu vois? Et du coup, tout ça, ça m'a amené à trading, machin. Tout ça, je suis pas nécessairement ça, j'ai tendance à penser que c'est pas dû au hasard et que le hasard, en fait, n'existe pas réellement, tu vois? Alors, je sais pas si ça peut être défini comme irrationnel ou rationnel aujourd'hui, mais moi, quand tu me poses cette question, je pense à ça, en tout cas. Ouais et effectivement, c'est vrai que quand on regarde son propre parcours, avec le recul, il y a des fois où on peut se dire effectivement que, soit on se dit: «Le hasard fait bien les choses». Ça, c'est la 1re façon de voir le truc, très très rationnel, très cartésien. Soit on se dit: «Mmh, quand même, ça fait beaucoup de synchronicité», comme aiment dire, certains Ouais. et heu et ouais, ouais. OK, hyper intéressant. Hem, si tu pouvais avoir un super pouvoir, alors moi, je pars du principe que tu en as déjà un parce que le métier de kiné, ça non, je plaisante, même si je le pense un peu. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel, tu choisirais? Ce serait de pouvoir se télétransporter. Ça, ce serait Ah! ultime, ça. Et tu as fait le geste, Bien sûr. Dragon Ball Z, hein? Ah Ah, oui, les 2 tchouf, doigts sur le tchouf. front, bam, on Yes! disparaît. Ça, ce serait trop bien. J'adorerais. Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Moi, quand j'étais gamin, quand j'ai découvert DBZ, très tôt en fait, hein, j'ai essayé de faire des pas des Genkidama, des Kamehameha et Vas-y. pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Ouais, ce serait Mais ça j'y ton super travaille. pouvoir? Ah non, je sais pas. Non, ça serait je sais pas moi ce que ça serait honnêtement, je sais pas. Faudrait que je me pose la question. Mais ouais, j'essayais de faire des Kamehameha et j'y arrivais pas. Hem, En petite, question que j'ai aussi, qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens? Un trait de caractère ou, une façon d'être? L'inaction, Ah! ça m'exaspère ça. Enfin, en fait, ça m'exaspère. Ouais, non, oui, l'inaction m'exaspère. Le côté, de se lamenter sur son sort et de rien faire pour, tu vois? C'est en ça que je dis l'inaction, tu vois? C'est genre, «Ah ça va pas, machin, machin, machin», bah bouge, tu sais? Tu vois? Moi ça me j'ai envie de secoue-toi, tu vois? Réveille là. Réveille, bouge, active-toi, fais quelque chose, c'est bon. Travaille pour que ça aille mieux. Ce serait ça. Je comprends. Je j'ai rien à dire de plus. J'ai rien à dire de plus. Hem, Si tu pouvais remonter dans le temps, mais vraiment, n'importe quelle époque, hein, ça peut être très, très loin ou OK, très proche, OK. heu, quelle époque tu choisirais et pourquoi? Ouh, c'est dur ça. Hé, hé, hé. Quelle époque je choisirais et pourquoi? Mmh, c'est dur de choisir une époque. En fait, j'aurais envie de te dire une époque où il y a moins d'urbanisme, plus de tu vois? Moi, je kiffe la nature, les grands espaces, les grands trucs comme ça. Mais d'un autre côté, à chaque fois que je pense à ça, tu vois, je m'étais dit: «Ouais, l'époque un peu des» tu vois, t'as des genre, type, western, tu vois? Genre, t'as des grands espaces géants et tout. Mais d'un côté, tu penses à ça et du coup, qu'est-ce qui est inhérent au western? C'est la violence et c'est, les coups de feu et les affrontements et tout au long de notre histoire, il y en a tout le temps, en fait. Donc ce serait une époque où, en fait, ce serait comme pas un genre de préhistoire, mais un genre de un monde où il y a pas ou moins beaucoup moins d'urbanisme, tu vois? Mmh. Hem, Type western, mais sans la violence, en fait, quoi, tu vois? Sans les armes, sans les Colt, et les Winchester, quoi, tu vois? Ouais. Voilà, ce serait ça l'idée, quoi. Mais c'est marrant parce que tu soulèves un point au final, c'est que, enfin je me trompe peut-être, mais quand tu dis ça, moi je pense au fait qu'en fait, plus une société évolue vers un truc urbain et contrôlé et avec, des règles et tout et alors, faut faire attention à ce que je dis, mais en théorie, moins il y a de violence, même s'il y en a toujours, hein, c'est dans la nature humaine malgré tout, hem et je sais plus ce que je voulais dire et plus tu vas vers, les temps anciens et tout, où, finalement, si on prend la préhistoire par exemple, ça serait intéressant de savoir en fait, la violence, comment elle était manifestée et si, Ouais. enfin comment c'était par rapport à maintenant au final. Je sais pas s'ils avaient beaucoup de place pour de la violence entre eux, mais quoique je crois que si, hein. Oui, peut-être entre les différentes espèces d'homo là, tu sais? Mmh. Je crois qu'il y a eu une sorte de violence comme ça, mais je pense qu'il y avait enfin, j'imagine, j'en sais rien du tout, mais il devait y avoir il devait y avoir déjà quand même pas mal de violence, entre les espèces animales et homo, du coup. Mmh. Du coup, je sais pas si quand tu rentres de t'être enfui de déjà, 5 prédateurs, tu as envie de te tabasser, la tronche avec d'autres types, tu vois? Je sais pas, mais C'est pas faux et ça peut faire un lien avec, la pratique des sports de combat. Quand tu t'es, entraîné, plusieurs fois dans la semaine à raison de 2 heures par jour ou plus, à allez, on va grossir le trait, à te tabasser, bon c'est bien plus que ça, à te tabasser avec des gens, est-ce que tu as envie derrière d'aller tabasser, quelqu'un dans la rue? oui, C'est un peu le même truc. oui, complètement. Heu, Hyper intéressant tout ça. Ce podcast s'appelle, Vilain canard.
Ça t'évoque quoi, toi, ce terme, vilain canard? Vilain canard. Heu, Ça m'évoque le vilain petit canard, le truc, le petit le, la personne, isolée quoi, un peu, indépendante et qui ressemble pas aux autres quoi. Est-ce que c'est un trait de personnalité qui te plaît, toi, ou pas? Ouais, 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 plus ou moins. En fait, ça dépend de si c'est tout dépend de si c'est vraiment inhérent à la personne ou simplement si c'est forcé quoi, tu vois? Il y a des gens qui se forcent à être différents, tu vois? Parce qu'ils veulent forcément être différents. Moi, j'estime pas être différent de enfin, on est forcément par nature, on est différents des uns des autres de toute façon, mais on se ressemble quand même globalement, donc est-ce que je vais me forcer à, je sais pas, à ouais, me faire des coiffures n'importe comment pour, pas ressembler, si ça correspond à toi, ce que tu as envie de faire, OK, tu vois? Mais si c'est simplement pour montrer à l'autre que tu es différent, là, je trouve ça con. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On en revient au fait d'être, intègre avec soi-même. Mmh. Ça Vraiment, ça sert à rien d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est déjà pas mal d'apprendre à se connaître et c'est clair, et et d'être ce qu'on est vraiment. C'est déjà une bonne mission de vie, donc ça sert à rien de s'éparpiller, dans autre chose. très clairement. Raphaël, est-ce que voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, encore une fois, il y a un truc, dont tu aurais aimé parler ou pas avant qu'on conclue, cet épisode? Non, non, du tout. Merci beaucoup. C'était Bah, merci à toi. Honnêtement, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs, sur toi que je savais pas. On n'a pas eu le temps de parler des sports de combat, de tout ce qui touche aux piliers de la santé et tout, mais c'est pas grave. Peut-être un deuxième épisode plus tard, qui sait? C'était franchement hyper intéressant. Je rappelle aux auditeurs de ne pas hésiter à aller sur leur plateforme de podcast préférée et de mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sympa si vous pouvez. De partager l'épisode de ce podcast, par exemple en story sur Instagram en mettant @podcast.vilain.canard. C'est comme ça que le podcast va grandir et c'est comme ça que je pourrai avoir de plus en plus d'invités, qui vous plairont. Voilà, voilà, le petit call to action étant fait, je te remercie encore beaucoup Raphaël, c'était vraiment très, très cool et puis je te souhaite une bonne continuation. merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et ouais, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Vous avez écouté cet épisode en entier et je vous en remercie sincèrement. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider à faire grandir ce podcast, notez-le sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme que vous utilisez. Partagez-le en story sur Instagram en taguant podcast.vilain.canard ou bien sur un autre réseau social. Partagez-le à un membre de votre famille ou de vos amis. C'est grâce à ces petits gestes qu'on pourra continuer à élargir le panel des invités et faire grandir le podcast. Vous aussi, vous faites partie de cette aventure. À bientôt!